Madame, Monsieur, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le mardi 6 juin et voici les principaux titres de l'actualité. En Afrique centrale, les mois à venir vont marquer un tournant important. La région reste toujours confrontée à de multiples crises et les mois à venir seront cruciaux pour cette partie de l'Afrique. En Centrafrique, 3,4 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. L'acheminement de cette aide en République centrafricaine est souvent une course contre la montre dans un contexte sécuritaire instable, selon l'ONU. Et puis enfin en France, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Nous ferons un point sur la 14e journée de mobilisation contre ce projet de réforme, 2 jours avant l'examen d'une proposition de loi visant à abroger cette réforme au Parlement. Je vous le disais dans les titres, les mois à venir vont marquer un tournant important pour l'Afrique centrale. C'est ce qu'a déclaré lundi au Conseil de sécurité le plus haut responsable de l'ONU dans la région. Et pour lui, bien que des avancées cruciales aient été faites en matière de stabilité et de coopération, la région reste tout de même toujours confrontée à de multiples crises et les mois à venir seront cruciaux pour cette partie de l'Afrique. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. L'Afrique centrale, une sous-région riche en opportunités, mais minée par de nombreux défis. Mardi, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdou Habari, présentait le dernier rapport du secrétaire général sur l'évolution de la situation en Afrique centrale depuis la dernière réunion du Conseil en décembre. Le Nigérien a reconnu les avancées cruciales des pays d'Afrique centrale en matière de stabilité et de coopération. Dans mes échanges avec les différents acteurs politiques et de la société civile, j'ai été réconforté par le fait que l'Afrique centrale est plus riche en opportunités et ressources qu'elle l'est en défis. Malgré cela, Abdou Habari rappelle que l'Afrique centrale est confrontée à de multiples crises et que les mois à venir marqueront un tournant important pour les pays de cette région du continent. Certains, comme la République démocratique du Congo, organise cette année des élections à haut risque. D'autres sont traversés par des conflits armés et des incidents frontaliers. Les développements récents à la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine et l'impact de la crise soudanaise sur ces deux pays nous rappellent l'urgente nécessité d'adopter une approche holistique sur les questions de paix et de sécurité en Afrique centrale, région déjà marquée par la présence d'une multitude de groupes armés et terroristes avec un impact humanitaire, notamment pour les femmes et les jeunes. Autrement dit, il faut s'attaquer aux causes profondes des troubles et tensions qui secouent depuis de nombreuses décennies cette région du continent. L'ONU avertit qu'une réponse purement militaire ne suffira pas. Des mesures politiques et socio-économiques sont également nécessaires pour empêcher les groupes armés d'exploiter les conflits intercommunautaires. La situation est très préoccupante en Centrafrique, où 3,4 millions de personnes auraient besoin d'aide humanitaire. En effet, l'acheminement de cette aide humanitaire est souvent une course contre la montre dans un contexte sécuritaire très instable, selon l'ONU. On fait le point avec Émeric Towignan. En Centrafrique, la survie de nombreuses personnes continue de dépendre de l'aide humanitaire. Lundi à Genève en Suisse, lors d'une conférence de presse, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RCA s'est dit préoccupé de la situation humanitaire dans le pays. Au fil des mois, et à cause des violences exercées par les groupes armés sur les populations, le nombre de déplacés internes ne cesse de croître. Le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire et de protection en République centrafricaine est assez élevé. Nous parlons de 3,4 millions de personnes réparties sur une superficie de 623 000 km² en raison de facteurs sous-jacents exacerbés par le conflit de longue durée, y compris bien sûr le manque de services de base tels que les soins de santé, l'eau potable et la protection sociale. Conséquence, dans les camps de déplacés en RCA, la situation devient de plus en plus préoccupante. Difficile d'acheminer l'aide humanitaire vers les populations dans le besoin en raison du contexte sécuritaire dans le pays. Et le conflit en cours au Soudan voisin vient encore aggraver la situation avec 14 000 demandeurs d'asile soudanais et des rapatriés centrafricains.
En raison de la violence armée, un Centrafricain sur 5 est soit une personne déplacée, soit un réfugié dans les pays voisins. C'est dans ce contexte que le conflit en cours au Soudan exacerbe malheureusement également la situation en RCA. À l'approche de la saison des pluies, l'ONU s'inquiète d'une aggravation de la crise humanitaire dans le pays. Souvent à cette période en RCA, de grandes parties du pays sont coupées de l'accès routier et ne sont accessibles que par des ascenseurs aériens. Pour faire face à tous ces défis humanitaires, l'ONU avait lancé la mobilisation de 533 millions de dollars. Actuellement, ce besoin financier n'est pourvu qu'à hauteur de 25%. Au Sénégal, la synergie des organisations de la société civile pour la paix a appelé à un dialogue direct entre le président Macky Sall et le leader de l'opposition Ousmane Sonko afin de trouver une solution immédiate à la crise. 20 organisations de la société civile ont souligné l'importance de ce dialogue dans une déclaration relayée par l'agence de presse sénégalaise. SOS pour la paix s'est par ailleurs engagé à rencontrer les dirigeants politiques concernés dans les plus brefs délais pour faciliter une résolution définitive de la crise. À Dakar aussi, les habitants aspirent à un retour au calme. Les violentes manifestations de ces derniers jours ont fait craindre le pire. Et même si la vie reprend peu à peu, les activités sont encore au ralenti. C'est ce que nous disait aujourd'hui notre correspondant au Sénégal, Igor Couton, que je vous propose d'écouter. Quelques jours après les affrontements des 1er et 2 juin qui ont fait officiellement 16 morts au Sénégal, le calme semble être revenu dans la capitale Dakar. Les commerces qui sont restés fermés tout le week-end ont ouvert ce matin. Les stations-service sont à nouveau fonctionnelles. Les banques, quant à elles, n'assurent que le service minimum. La plupart de leurs agences sont toujours fermées. Dans les grandes artères de Dakar, le trafic a timidement repris. Je vous propose d'écouter ces citoyens rencontrés dans les rues. Nous le constatons tous, encore une fois. Cette situation, vraiment, elle est très cacophonique. Ça segmente encore une fois de plus en plus. C'est juste lancer un appel solennel, surtout à l'ensemble des jeunes, la jeunesse sénégalaise. Encore une fois, de revenir aussi à la raison, d'être calme, d'être serein. Parce que ce qui nous lie et surtout est plus fort ce qui nous sépare. À l'université, c'est calme parce que tous les étudiants, pratiquement la plupart des étudiants sont rentrés chez eux. Parfois en ville, on voit de petits affrontements dans la banlieue. Mais voilà quoi. J'espère que l'État va prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le calme revienne. Ce calme précaire a permis à certaines associations sénégalaises, aidées par des influenceurs, d'organiser des caravanes afin de permettre aux étudiants bloqués dans les universités de rejoindre leurs familles dans les différentes régions du pays. Donc, comme toute personne intéressée par la situation du Sénégal et étant sur le terrain depuis plus de 10 ans pour des actions humanitaires, nous avons décidé de créer une campagne pour que les étudiants puissent rentrer chez eux sains et saufs. Dans toutes les régions du Sénégal, il y a des bus affrétés pour que les étudiants puissent rentrer chez eux. Malgré les appels au calme lancés par certaines personnalités et autres acteurs de la société civile, la tension n'est toujours pas complètement retombée ici à Dakar. Les appels à manifester sont toujours lancés par les acteurs de l'opposition qui ont prévu d'organiser des manifestations ce mardi et mercredi un peu partout à Dakar et dans sa banlieue. Au Soudan, l'ONU a accusé les parties au conflit de violations flagrantes à l'encontre des enfants. Les enfants, en effet, vivent au milieu de terribles violences depuis près de 3 semaines. C'est une alerte onusienne pour l'enfance, UNICEF, qui a tiré la sonnette d'alarme. Selon des informations reçues d'établissements de santé de Khartoum et du Darfour, au moins 190 enfants ont été tués et 1700 autres blessés depuis l'éclatement du conflit. Place maintenant au reste de l'actualité internationale, commentée aujourd'hui par Noël Ndong et montée par Ahmed Chignou. Il sera question de l'arrestation au Kenya de manifestants opposés à de nouvelles taxes. Et puis le pape retourne à l'hôpital pour des examens complémentaires. Et puis enfin, nous parlerons du 79e anniversaire du débarquement en Normandie. C'est parti.
La police kenyane a tiré mardi des gaz lacrymogènes et arrêté 11 manifestants lors d'une marche à Nairobi contre un projet de loi de finances qui instaure de nouvelles taxes. Le texte qui doit être discuté cette semaine au Parlement prévoit que ces nouvelles taxes, notamment sur les produits de beauté, les carburants ou les crypto-monnaies, rapporteraient 289 milliards de shillings, soit 2 milliards d'euros pour alimenter le budget de 3 600 milliards de shillings prévu pour 2024. Le parti Azimio du chef de l'opposition Raila Odinga a dénoncé le projet de loi. Le président William Ruto, élu en août 2022, cherche à réduire le déficit d'une économie lourdement endettée laissée par son prédécesseur Uhuru Kenyatta, dont il fut le vice-président. Le pape François est retourné mardi à l'hôpital Gemelli de Rome pour des examens de contrôle, ont annoncé les agences italiennes. Ce retour à l'hôpital du pape était toutefois programmé, a indiqué le Vatican. Le souverain pontife est arrivé à 10h40 dans cet établissement où il avait déjà été hospitalisé pendant 3 jours, fin mars, pour une infection respiratoire, puis le 26 mai, en raison d'un état fiévreux. Le pape François, 86 ans, a des ennuis de santé de plus en plus prononcés depuis quelques mois. Il circule en fauteuil roulant, cause d'une inflammation ligamentaire au genou droit et souffre aussi de problèmes de hanche, de sciatique et de cataracte. Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage ce mardi aux 177 Français qui ont débarqué le 6 juin 1944 aux côtés des Alliés. Le chef de l'État qui s'est rendu à Colville, Montgomery dans le Calvados pour la circonstance a remis le beurre vert au nouveau promu du commando Kieffer, héritier de ce prestigieux groupe de combattants. Emmanuel Macron était accompagné de Léon Gauthier, 100 ans, le dernier survivant. Le débarquement de Normandie est une opération militaire amphibie et aéroportée alliée de la Seconde Guerre mondiale, lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. L'objectif était d'installer une tête de pont sur les plages en Normandie et de s'emparer du port de Cherbourg afin d'intensifier les débarquements d'hommes et de matériel. En Côte d'Ivoire, un nouveau code environnemental va être mis en place pour lutter contre la pollution plastique. L'engagement de la Côte d'Ivoire à combattre la pollution plastique a été réaffirmé ce lundi à Abidjan à l'occasion du 50e anniversaire de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement. Reportage. La Côte d'Ivoire décidée à passer à la vitesse supérieure dans la lutte contre la prolifération des déchets plastiques. À l'occasion du cinquantenaire de la Journée mondiale de l'environnement, lundi, le pays a annoncé pour très bientôt le vote et l'adoption d'un nouveau code de l'environnement. Sa particularité, renforcer l'arsenal juridique contre la pollution plastique. Nous disposerons bientôt d'un nouveau code de l'environnement qui met, entre autres, l'accent sur la responsabilité élargie du producteur et le principe pollueur-payeur en vue d'une protection plus efficiente de l'environnement. Annonce faite au cours d'une cérémonie organisée à Abidjan par le ministère ivoirien de l'Environnement, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et la Banque africaine de développement. Face aux menaces que représente la prolifération des déchets plastiques, plus que des campagnes de sensibilisation, des actions plus fortes s'imposent. Le monde produit plus de 400 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année. Moins de 10% de déchets plastiques jamais produits ont été recyclés. Où finit le reste? Enterré, brûlé, jeté, souvent après une seule utilisation, dans les océans, les cours d'eau et les lacs. Une des solutions pour limiter les dégâts causés par les déchets plastiques, le recyclage. À Abidjan, des organisations non gouvernementales en font leur priorité, à l'image d'EcoPlastinov, une structure ivoirienne spécialisée en transformation des déchets plastiques. On a les rebus et les bidons plastiques d'eau qui sont broyés, ensuite bien traités, qui donnent des différentes formes. Et ces différentes formes-là, on les recycle en plaques écologiques et des pavés. On fait le maximum pour réduire le CO2, le taux de carbone éjecté dans l'environnement. La Côte d'Ivoire engagée à combattre la pollution plastique, un objectif que le nouveau Code de l'environnement
annoncé par le ministre ivoirien du Développement durable, pourra contribuer fortement à atteindre. Guerre en Ukraine, des dirigeants africains se disent prêts pour une médiation en Russie et en Ukraine. Ils cherchent en effet à contribuer à un arrêt de la guerre. Ils se sont donc mis d'accord hier, lundi, pour une mission de médiation à la mi-juin entre Russie et Ukraine. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la présidence sud-africaine. Il faut dire que le mois dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait déjà indiqué que ses homologues russes et ukrainiens, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, avaient donné leur accord pour recevoir cette mission de paix composée de 6 dirigeants. Il faut dire que l'Afrique est durement touchée par l'augmentation des prix des céréales et les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur le commerce mondial. Et l'Ukraine qui a réclamé mardi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à la suite de la destruction partielle du barrage de Nova Kakhovka dans le sud du pays. Cette région est contrôlée par Moscou, à qui elle impute la responsabilité de l'incident, ce que la Russie nie de son côté. On fait le point sur la situation avec Laurent Leleu. En Ukraine, au petit matin, de multiples frappes ont en partie fait exploser le barrage hydraulique de Kakhovka, situé sur le fleuve Dniepr. Des frappes dues aux Ukrainiens selon les autorités russes, tandis que l'Ukraine accuse la Russie de sabotage. Un acte que Volodymyr Zelensky avait annoncé en octobre 2022. J'ai informé les Européens aujourd'hui lors de la réunion du Conseil européen du prochain attentat terroriste auquel la Russie se prépare à la centrale hydroélectrique de Kakhovka. La destruction du barrage a des conséquences potentiellement catastrophiques. Pour la population, 16 000 personnes ont été obligées d'évacuer à cause de la montée des eaux. Pour la centrale nucléaire de Zaporijia, dont le niveau d'eau dans le réservoir utilisé pour refroidir la centrale a baissé, mais aussi pour la Crimée, pourtant annexée par les Russes, qui est totalement dépendante du barrage pour son approvisionnement en eau. Un cas de figure que Zelensky avait encore une fois envisagé en 2022. Si la Russie prépare une telle attaque terroriste, si elle envisage sérieusement un tel scénario, cela signifie que les terroristes sont clairement conscients qu'ils ne pourront pas garder non seulement Kherson, mais aussi tout le sud de notre pays, y compris la Crimée. Nous devons maintenant tous ensemble faire comprendre à l'État terroriste qu'une telle attaque signifie exactement la même chose que l'utilisation d'armes de destruction massive. Dans la journée, les autorités ukrainiennes ont confirmé la destruction totale du barrage. Un crime de guerre pour le président ukrainien qui a réclamé une réunion d'urgence à l'ONU et appelé l'Union européenne et le G7 à imposer de nouvelles sanctions dévastatrices à la Russie. Actualité en France, les syndicats ont appelé ce mardi 6 juin à une nouvelle journée de mobilisation pour réclamer le retrait de la réforme des retraites, 2 jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi du groupe Lyo visant à annuler le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Voici un compte-rendu des manifestations pour cette 14e journée d'action avec Soukaina Skali. La lutte continue, mais le mouvement social s'essouffle. À en croire les premiers chiffres des manifestations, la tendance est clairement à la baisse. À Marseille, par exemple, entre 4 000 selon la préfecture et 50 000 personnes selon la CGT se sont déplacées. À Nantes, le constat est le même, le combat doit continuer. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de continuer à maintenir la pression. Alors effectivement, c'est probablement la dernière sur le dossier des retraites, puisque les décrets d'application commencent à se mettre en place. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de maintenir la pression. Alors déjà, même si la réforme des retraites se met en place, ça n'empêche pas qu'on veut continuer à exprimer notre désaccord profond sur cette réforme des retraites. Et l'objectif, c'est de maintenir la pression pour aborder les sujets qui sont devant nous. Je pense par exemple sur la question de l'emploi des seniors, la question de la pénibilité, la question des conditions de travail. Plus d'un mois après le dernier rassemblement contre la réforme des retraites, les syndicats, eux, espèrent marquer le coup. Cette nouvelle journée de mobilisation intervient 2 jours avant l'examen de la proposition de loi du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, qui vise à abroger la réforme des retraites. Mais la proposition de loi, vidée de sa substance, semble mal engagée pour porter un coup politique à l'Assemblée nationale.
Le rôle du Parlement est à laisser les députés voter. J'appelle d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous regardent, qui peut-être n'avaient pas la possibilité de manifester aujourd'hui, à utiliser la plateforme jusqu'auretrait.fr pour interpeller Yaël Braun-Pivet et le président de la République sur la nécessité de respecter les droits du Parlement et de laisser enfin le Parlement voter. Si elle ne le faisait pas, ce serait extrêmement grave parce que ça confirmerait que nous sommes dans une énorme anomalie démocratique et que à la crise sociale... La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, devra utiliser l'article 40 de la Constitution qui interdit aux parlementaires de déposer des amendements ayant un impact financier pour faire obstacle à la proposition de loi Lyotte. En cas d'échec de la proposition, l'intersyndicale n'a pas encore fait connaître sa stratégie. Et on se quitte avec du football et un départ. Eh bien, c'est dans une salle pleine à craquer d'officiels du Real Madrid, de journalistes et d'anciens coéquipiers que Karim Benzema a fait ses adieux au club qu'il a rejoint il y a 14 ans maintenant. Une cérémonie organisée par le club pour dire au revoir à l'une des plus grandes légendes de son histoire. Les 25 trophées qu'il a gagnés depuis 2009, en plus de son ballon d'or remporté en octobre, permettent de se rendre compte de son impact au club et au sport tout entier. 5 Ligues des Champions, autant de Coupes du Monde, des clubs, 4 championnats d'Espagne. Benzema a tout gagné avec le Real Madrid. C'est maintenant la fin de ce journal, mais restez avec nous, l'info continue sur Télé Sud. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.